À 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans un froid que rien de vivant ne pourrait supporter, un miroir doré de 6,5 mètres attend en silence. Il ne bouge presque pas. Il ne fait aucun bruit. Il se contente d'ouvrir sa surface hexagonale vers une obscurité si profonde qu'elle n'a pas de fond, et de laisser tomber sur lui une lumière qui voyage depuis plus longtemps que l'existence de notre planète. Cette lumière est fatiguée. Elle est étirée, affaiblie, déformée par l'expansion de l'espace lui-même. Et pourtant, quand elle touche enfin les détecteurs refroidis à moins de 230 degrés, elle raconte encore quelque chose. Ce qu'elle raconte depuis quelques années met mal à l'aise les personnes les plus compétentes de la planète en matière d'univers. Parce que ce n'est pas l'histoire qu'on attendait. Ce n'est pas du tout l'histoire qu'on attendait. Si ce voyage vous captive, un petit like et un abonnement nous aideraient énormément. Alors respirez et avançons ensemble dans le noir, parce que ce que nous allons suivre pendant les prochaines minutes n'est pas une simple série de découvertes. C'est le lent effondrement d'une certitude. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment cet instrument. On parle souvent d'un télescope, comme s'il s'agissait d'un tube que l'on pointe vers le ciel. La réalité est bien plus étrange. L'appareil ne se trouve pas en orbite autour de la Terre comme la plupart des satellites. Il occupe un point particulier de l'espace, un endroit où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil se combinent de telle manière qu'un objet peut y rester en équilibre relatif, en suivant notre planète dans sa course autour du Soleil, sans avoir besoin de la contourner. C'est un point d'ancrage invisible, un endroit où rien ne tient et où tout tient quand même. L'instrument y flotte, en permanence tourné dos au Soleil, protégé par 5 membranes ultra fines, déployées en éventail sur une surface comparable à celle d'un court de tennis. Ces membranes ne sont pas là pour l'esthétique. Elles créent une frontière thermique brutale. D'un côté, la face exposée atteint plus de 80 degrés. De l'autre, à quelques mètres à peine, la température s'effondre à un niveau proche du zéro absolu. Cette différence, de plus de 300 degrés sur une si courte distance, est ce qui rend l'observation possible. Car le télescope ne regarde pas la lumière visible, celle que nos yeux perçoivent. Il regarde l'infrarouge, il regarde la chaleur. Et pour voir la chaleur venue du bout de l'univers, il faut d'abord être plus froid que tout ce qui vous entoure. C'est un détail que l'on oublie souvent, et il est pourtant magnifique. Un instrument tiède serait aveuglé par sa propre lueur. Sa structure, ses miroirs, ses câbles brilleraient dans l'infrarouge comme une lampe posée devant l'objectif. Alors les ingénieurs ont conçu une machine qui devait, en quelque sorte, disparaître thermiquement, se rendre invisible à elle-même. Devenir un morceau de vide, capable de regarder. Il a fallu 30 ans pour y parvenir. 30 ans de retard, de dépassements budgétaires, de réunions tendues, de composants recommencés, de tests qui échouaient et que l'on recommençait encore. Il y a eu des moments où le programme entier a failli être annulé. Des ingénieurs ont passé la moitié de leur carrière sur des pièces qui ne quitteraient jamais le sol si le projet était abandonné. Et le jour du lancement, ces mêmes personnes ont regardé partir une machine impossible à réparer. Aucune mission humaine ne peut atteindre l'endroit où elle se rendait. S'il y avait une erreur, une seule, dans le déploiement des 344 mécanismes à point de défaillance unique, il n'y aurait pas de seconde chance. Il n'y aurait qu'un objet doré de 10 milliards de dollars dérivant à jamais dans le silence. Rien n'a échoué. Le miroir s'est déplié pétale par pétale. Le bouclier s'est tendu comme une voile. Les instruments se sont refroidis pendant des semaines, lentement, comme un corps qui s'endort. Puis les premiers alignements ont commencé, et les 18 segments du miroir principal ont été ajustés les uns par rapport aux autres avec une précision de l'ordre du nanomètre. Pour donner une idée de ce que cela signifie, imaginez une surface aussi large qu'un immeuble de 2 étages, dont chaque partie est positionnée avec une erreur 1000 fois plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Ce n'est pas de l'ingénierie, c'est de l'orfèvrerie appliquée au vide. Et puis, on a ouvert l'œil. Le principe fondamental sur lequel repose tout ce qui va suivre est d'une simplicité presque frustrante. La lumière voyage vite, mais pas instantanément. Quand vous regardez la Lune, vous la voyez telle qu'elle était, un peu plus d'une seconde plus tôt. Quand vous regardez le Soleil, vous voyez une image vieille de 8 minutes. Si le Soleil disparaissait maintenant, nous continuerions à le voir briller pendant 8 minutes avant de comprendre. Étendez ce raisonnement à des distances colossales et vous obtenez une machine à remonter le temps involontaire.
Une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière ne nous montre pas ce qu'elle est. Elle nous montre ce qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Elle a peut-être changé depuis. Elle a peut-être fusionné, vieilli, cessé de former des étoiles. Peut-être qu'elle n'existe plus sous cette forme. Nous ne le saurons jamais. Nous ne voyons que le message, jamais l'expéditeur. Cette lumière ancienne subit en chemin une transformation qui est devenue l'outil le plus précieux de toute la cosmologie moderne. L'espace, entre le moment où la lumière est émise et celui où elle est captée, s'étire. Ce n'est pas une image poétique, c'est une propriété mesurable du cosmos. Les distances entre les grandes structures augmentent avec le temps, et une onde lumineuse qui traverse cet espace, en train de s'agrandir, voit sa propre longueur d'onde s'allonger avec lui. Le bleu glisse vers le rouge glisse vers l'infrarouge. Plus le voyage a été long, plus le décalage est important. En mesurant précisément ce glissement, on peut déterminer à quelle époque de l'histoire cosmique la lumière a été émise. C'est une horloge inscrite dans la couleur. Voilà pourquoi il fallait un instrument infrarouge pour regarder loin. Les toutes premières galaxies émettaient probablement une lumière ultraviolette intense, produite par des étoiles jeunes et brûlantes. Mais après 13 milliards d'années d'étirement, cette lumière ultraviolette est arrivée jusqu'à nous transformer en infrarouge profond. Elle est devenue invisible pour les yeux, invisible pour la plupart des télescopes classiques, et détectable uniquement par une machine glacée, conçue exactement pour ça. Le premier grand cliché a été rendu public en juillet 2022. On y voit un morceau de ciel minuscule, une portion si petite qu'elle correspond à peu près à ce que couvrirait un grain de sable tenu à bout de bras. Un rien, une poussière de ciel, et à l'intérieur de ce rien, des milliers de galaxies. Pas des étoiles, des galaxies. Chacune de ces petites taches contient des dizaines ou des centaines de milliards de soleils. Chacune possède sa propre histoire, ses générations d'étoiles, ses explosions, ses éléments chimiques forgés puis dispersés. Et il y en a des milliers dans un grain de sable. Les scientifiques savaient qu'ils verraient beaucoup d'objets. Ce n'est pas cela qui les a saisis. Ce qui les a saisis, c'est l'apparence de ces objets. Selon le modèle qui structurait la cosmologie depuis plusieurs décennies, l'univers jeune devait ressembler à un chantier. Un chantier chaotique, désordonné, à peine commencé. Des amas de gaz irréguliers, des protogalaxies difformes, en train de se heurter, de se déchirer, de se recomposer. Des objets faibles, petits, dispersés, des ébauches, des brouillons. Le processus de construction d'une galaxie était censé être long, laborieux, fait de fusions successives sur des milliards d'années, comme une ville qui grandit village après village. Ce que l'on a vu, dans certaines des images les plus profondes, ce sont des structures déjà organisées. Compactes, brillantes, massives, des objets qui, d'après leur décalage vers le rouge, existaient alors que l'univers avait à peine quelques centaines de millions d'années, et qui contenaient déjà des quantités de matière stellaire que les simulations ne parvenaient pas à produire dans un délai aussi court. Il y a eu, dans les semaines qui ont suivi, une atmosphère très particulière dans les couloirs des instituts d'astrophysique. Pas de la panique, pas de la joie non plus, ou pas seulement. Quelque chose de plus difficile à nommer, une forme de vertige poli. Des chercheurs qui recalculaient 3 fois les mêmes chiffres en espérant se tromper. Des étudiants en doctorat qui envoyaient des messages nocturnes à leur directeur de recherche avec une seule phrase. « Est-ce que vous pouvez vérifier ceci? Parce que je pense que j'ai fait une erreur. » Et la réponse revenait souvent la même. « Non, vous n'avez pas fait d'erreur. Refaites-le quand même. » Le doute méthodique est la colonne vertébrale de cette discipline. Avant de dire que l'univers est étrange, on dit toujours que l'instrument est peut-être mal réglé. C'est ce qui a été fait. On a réexaminé l'étalonnage des détecteurs. On a comparé les mesures avec celles d'autres observatoires. On a testé les hypothèses les plus ennuyeuses possibles, celles qui auraient tout expliqué sans rien remettre en cause. Peut-être que la poussière interstellaire faussait les couleurs. Peut-être que certaines de ces sources n'étaient pas des galaxies lointaines, mais des objets bien plus proches et bien plus rouges qu'on interprétait mal. Peut-être que la mesure de masse s'appuyait sur des hypothèses trop simplistes concernant la répartition des étoiles. Chacune de ces explications a été explorée sérieusement. Certaines ont réduit le problème, aucune ne l'a fait disparaître. Et pendant que la communauté travaillait, le télescope, lui, continuait. Il ne s'arrêtait pas pour attendre que la théorie rattrape les données. Chaque semaine,
de nouveaux champs profonds, de nouveaux spectres, de nouvelles cibles. Chaque semaine, un peu plus de matière à digérer. Le rythme est devenu tel que certaines équipes ont commencé à publier des résultats préliminaires en quelques jours seulement, ce qui est presque inédit dans un domaine où l'on prend habituellement des mois pour vérifier une seule affirmation. Puis est arrivée la première grande surprise vraiment déstabilisante. Pas seulement des galaxies trop massives, des objets que personne n'avait prévus du tout. Dans les images les plus profondes, les analystes ont commencé à repérer une catégorie de sources qui ne correspondait à rien de connu. Extrêmement compacte, extrêmement rouge, si petite sur le ciel qu'elle ressemblait presque à des étoiles ponctuelles, mais avec un spectre qui les plaçait à des distances immenses. On leur a donné un surnom presque enfantin, parce que personne ne savait quoi en faire, les petits points rouges. Un nom modeste pour un problème qui ne l'est pas. Ces objets ne devraient pas exister en telle quantité. Leur luminosité, combinée à leur taille minuscule, suggère une concentration de matière absurde dans un volume réduit. Certaines analyses laissent penser qu'ils abritent des trous noirs supermassifs en pleine phase d'alimentation, entourés d'une population stellaire dense. D'autres suggèrent que la lumière que nous voyons est amplifiée ou déformée par des conditions physiques que nous ne modélisons pas correctement. Une hypothèse récente propose même qu'il s'agisse d'une structure inédite, une sorte d'objet hybride où un trou noir en croissance est enveloppé d'une atmosphère de gaz si dense qu'elle imite le spectre d'une étoile géante. Rien de tout cela n'est établi. Ce qui est établi, c'est qu'ils sont là, nombreux, et qu'ils apparaissent précisément à l'époque où l'univers était censé être à peine sorti de son obscurité initiale. Chaque fois qu'un domaine scientifique découvre une classe entière d'objets qu'il n'attendait pas, cela signifie une chose simple. Il manquait un chapitre. Pas une virgule, pas une correction mineure, un chapitre entier. Pour mesurer à quel point ce chapitre manquant est gênant, il faut d'abord rendre justice au récit qu'il vient perturber. Parce que ce récit est remarquable. Il n'a pas été inventé par paresse, ni imposé par autorité. Il a été construit morceau par morceau, sur près d'un siècle, par des milliers de personnes qui se sont mutuellement contredites, corrigées et vérifiées. Il a survécu à des dizaines de tentatives de démolition. Il a prédit des choses que personne n'avait encore observées, et ces choses ont ensuite été observées. C'est un des plus beaux édifices intellectuels jamais produits. Il commence il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, dans un état si dense et si chaud qu'aucune structure ne pouvait y subsister. Pas d'atomes, pas même de noyaux. Une soupe de particules élémentaires dans un espace en expansion violente. Pendant les premières minutes, alors que la température chute, les protons et les neutrons commencent à s'assembler en noyaux légers. C'est là que se fabrique l'hydrogène, l'hélium et une trace infime de lithium. Presque tout le reste du tableau périodique n'existe pas encore. Il n'existera que bien plus tard, à l'intérieur des étoiles. Ensuite vient une période longue et opaque. Pendant environ 380 000 ans, l'univers reste un plasma dense. Les électrons libres agissent comme un brouillard permanent pour la lumière. Chaque photon parcourt une distance minuscule avant d'être dévié, absorbé, renvoyé. Rien ne peut voyager en ligne droite. L'univers est lumineux, mais aveugle. Puis la température franchit un seuil. Les électrons se lient enfin au noyau. Les atomes neutres se forment. Et d'un seul coup, à l'échelle cosmique, le brouillard se dissipe. La lumière est libérée dans toutes les directions, sans obstacle. Cette lumière existe toujours. Elle circule encore aujourd'hui, étirée par 13 milliards d'années d'expansion jusqu'à devenir un faible rayonnement micro-ondes qui baigne l'univers entier. Elle arrive de partout à la fois, avec une régularité stupéfiante. C'est le plus ancien signal que nous puissions capter, et il porte imprimé en lui les variations de densité qui allaient devenir toutes les structures futures. Après cela, la gravité prend le relais. Les régions légèrement plus denses attirent la matière environnante. Elles deviennent plus denses encore. Les nuages de gaz se contractent, s'échauffent, et à un moment donné, au cœur du plus dense d'entre eux, la pression et la température atteignent le point où la fusion nucléaire s'amorce. La première étoile s'allume, puis d'autres, puis des milliards d'autres. Elles se regroupent en amas, les amas fusionnent, les fusions forment des galaxies, les galaxies s'attirent, et l'univers construit lentement l'architecture que nous observons autour de nous.
Le mot essentiel dans toute cette histoire est lentement. C'est là que se situe le point de rupture. La formation d'une grande galaxie était censée exiger du temps. Beaucoup de temps. Le gaz doit refroidir avant de pouvoir s'effondrer. Sinon sa propre pression thermique le maintient dispersé. Les étoiles massives qui naissent en première explosent rapidement et injectent une énergie considérable dans le milieu environnant, ce qui souffle le gaz et interrompt temporairement la formation stellaire. Ce mécanisme d'autorégulation, qu'on appelle rétroaction, agit comme un frein naturel. Il empêche une galaxie de transformer tout son gaz en étoile d'un seul élan. Il étale le processus sur des milliards d'années. Alors quand on observe, à une époque où l'univers avait moins de 5% de son âge actuel, des galaxies contenant déjà des dizaines de milliards de masses solaires en étoiles, le frein semble avoir été absent. Ou alors le moteur était bien plus puissant que prévu. Ou alors quelque chose d'entièrement différent s'est produit. Et le problème s'aggrave lorsqu'on regarde non pas la naissance de ces galaxies, mais leur mort. Il existe dans le vocabulaire astronomique une expression qui surprend souvent, une galaxie morte. Cela ne signifie pas qu'elle a disparu. Cela signifie qu'elle ne fabrique plus d'étoiles. Son réservoir de gaz froid est épuisé, ou expulsé, ou chauffé, au point de ne plus pouvoir s'effondrer. La galaxie continue d'exister, elle continue de briller, mais uniquement grâce aux étoiles qu'elle possède déjà. Ces astres les plus massifs, les plus bleus, les plus brillants, sont les premiers à s'éteindre parce qu'ils consomment leur combustible à un rythme délirant. Il ne reste alors que les étoiles plus petites, plus rouges, plus économes, qui brûleront pendant des dizaines de milliards d'années. La galaxie devient rouge. Elle devient calme. Elle glisse doucement vers une longue vieillesse. Ce phénomène est courant. Dans l'univers proche, une part importante des galaxies massives est dans cet état. Ce sont des retraités cosmiques. Rien d'anormal. L'anomalie, c'est de trouver des retraités dans une maternité. Le télescope a identifié des galaxies déjà éteintes à des époques où, selon les modèles, la formation stellaire aurait dû être à son paroxysme absolu. Des objets massifs, riches en étoiles anciennes, sans aucune signature de naissance stellaire récente, alors que l'univers n'avait pas encore atteint 2 milliards d'années. Autrement dit, ces galaxies ont accompli l'intégralité de leur vie productive dans un intervalle de temps où la plupart des autres n'avaient même pas commencé. Imaginez une forêt qui vient à peine de germer. Les premières pousses sortent du sol. Et au milieu de ces pousses, vous trouvez un arbre déjà mort de vieillesse, un tronc immense, sec, dont les cernes indiquent des siècles de croissance. Vous ne remettriez pas en question l'existence de l'arbre. Vous remettriez en question votre estimation de l'âge de la forêt, ou votre compréhension de la vitesse à laquelle les arbres poussent ici. Ce qui rend cette observation particulièrement solide, c'est qu'elle ne repose pas seulement sur des couleurs ou des estimations approximatives. Les spectres obtenus permettent d'analyser la composition stellaire de ces galaxies avec une finesse remarquable. On peut y lire la signature chimique des générations d'étoiles qui les composent. On peut estimer leur âge moyen. On peut détecter l'absence des raies caractéristiques du gaz ionisé qui accompagne toujours la formation d'étoiles nouvelles. Le diagnostic n'est pas une supposition, c'est une lecture. Alors comment une galaxie peut-elle s'éteindre si tôt? L'explication la plus discutée met en cause le monstre qui se trouve en son centre. Presque toutes les grandes galaxies abritent en leur cœur un trou noir supermassif, un objet dont la masse dépasse le million, parfois le milliard de masses solaires. Quand un tel objet absorbe de la matière, celle-ci ne tombe pas directement à l'intérieur. Elle s'organise en un disque tourbillonnant, elle se comprime, elle chauffe jusqu'à des températures inconcevables et elle rayonne une quantité d'énergie phénoménale. Une partie de cette énergie est éjectée sous forme de vent et de jets qui traversent la galaxie entière. Ces vents peuvent balayer le gaz froid. Ils peuvent le chasser hors du disque galactique ou le chauffer suffisamment pour l'empêcher de s'effondrer. Le résultat est une extinction. Le trou noir, en se nourrissant, coupe l'approvisionnement de la galaxie qui l'héberge. Il tue ce qui le nourrit. Ce processus est réel. Il a été observé. Le débat ne porte pas sur son existence, mais sur son calendrier. Pour éteindre une galaxie massive avant que l'univers n'ait 2 milliards d'années, il faut que le trou noir central soit déjà énorme, déjà actif, et déjà capable de libérer une énergie colossale. Ce qui nous ramène à une autre question, encore plus difficile. Comment ces trous noirs sont-ils devenus si gros si vite? Nous y reviendrons,
parce que c'est peut-être le nœud le plus serré de toute cette histoire. Il existe une autre piste, moins spectaculaire mais peut-être plus profonde. Le squelette invisible de l'univers, la matière noire. Dans le modèle standard, les galaxies ne se forment pas seules. Elles se forment à l'intérieur de structures invisibles, appelées halos, d'immenses concentrations de matière noire qui exercent une attraction gravitationnelle sans émettre ni absorber la moindre lumière. Ces halos constituent l'échafaudage. Le gaz ordinaire tombe dedans, s'y accumule, s'y refroidit et finit par former des étoiles. Sans halo, pas de galaxie. La taille du halo détermine la taille de la galaxie qu'il peut héberger. Or, ces halos grandissent eux aussi progressivement. Ils commencent petits et fusionnent au fil du temps. Les simulations informatiques les plus avancées, celles qui font tourner des milliards de particules sur des supercalculateurs pendant des mois, prédisent une certaine distribution de taille à chaque époque. Et quand on compare ces prédictions aux galaxies massives détectées dans l'univers très jeune, on constate que les échafaudages nécessaires n'ont pas eu le temps de se construire. Le bâtiment est là. Les fondations, selon nos calculs, ne devraient pas encore avoir été coulées. C'est le genre de contradiction qui ne se résout pas avec un ajustement mineur. Soit les fondations se sont formées plus vite que prévu, ce qui implique que la matière noire se comporte différemment de ce que nous supposons. Soit les bâtiments peuvent être construits avec moins de fondations, ce qui implique que notre compréhension de la formation stellaire est incomplète. Soit les mesures de masse elles-mêmes surestiment quelque chose que nous ne savons pas encore identifier. Chacune de ces trois portes mène à une révision sérieuse. Il faut ici insister sur un point de méthode, parce qu'il est souvent mal compris à l'extérieur du milieu scientifique. Quand des chercheurs disent qu'un modèle est en difficulté, ils ne disent pas qu'il est faux. Le modèle standard de la cosmologie reproduit avec une précision extraordinaire une quantité impressionnante d'observations. Il explique l'abondance des éléments légers. Il prédit la structure statistique du rayonnement fossile avec une exactitude qui frôle l'invraisemblable. Il rend compte de la distribution à grande échelle des galaxies. Il fonctionne. Le problème est qu'il fonctionne partout sauf aux extrémités. Et les extrémités sont précisément là où se cachent les vérités les plus profondes. En physique, ce sont toujours les bords qui trahissent. À la fin du XIXe siècle, presque tout semblait résolu. La mécanique de Newton régnait. L'électromagnétisme venait d'être unifié et certains scientifiques affirmaient publiquement qu'il ne restait plus qu'à mesurer quelques décimales supplémentaires. Il subsistait deux petites anomalies embarrassantes. Le comportement du rayonnement émis par un corps chaud et l'incapacité à détecter le mouvement de la Terre à travers le milieu supposé porter les ondes lumineuses. Deux détails. Deux nuages à l'horizon d'un ciel dégagé. Ces deux nuages ont donné naissance à la mécanique quantique et à la relativité. Ils ont détruit et reconstruit toute la physique. Aujourd'hui, nous avons plus de deux nuages. Nous en avons une demi-douzaine, et ils s'épaississent. Le deuxième nuage concerne un nombre, un seul. Et ce nombre est en train de provoquer l'une des disputes les plus longues et les plus courtoises de l'histoire récente de la science. Tout commence par une observation qui a bouleversé le XXe siècle. Les galaxies s'éloignent de nous, toutes, ou presque, dans toutes les directions. Et plus elles sont lointaines, plus leur fuite est rapide. Cette relation n'est pas le signe que nous occupons un centre quelconque. Elle est le signe que l'espace lui-même s'étire. Les galaxies ne traversent pas l'espace comme des projectiles. Elles sont portées par lui, comme des repères dessinés sur une patte qui lève. Le taux de cet étirement se résume par une seule valeur. Elle indique la vitesse d'éloignement supplémentaire acquise pour chaque unité de distance parcourue. Cette valeur détermine l'âge de l'univers, sa taille observable, la densité de son contenu et jusqu'à son avenir lointain. Elle est le battement de fond de toute la cosmologie. Il existe deux grandes manières de la mesurer, et elles ne procèdent absolument pas de la même façon. La première regarde le passé le plus reculé. On analyse en détail le rayonnement fossile, cette lumière émise 380 000 ans après le commencement. Ces infimes variations de température contiennent des informations sur la composition et la géométrie de l'univers primitif. En introduisant ces données dans le modèle standard, on peut calculer ce que devrait être le taux d'expansion aujourd'hui. C'est une prédiction. Une extrapolation rigoureuse depuis les origines jusqu'à notre époque. La seconde méthode ne fait aucune supposition sur le passé. Elle mesure directement, ici et maintenant, en observant des objets dont on peut déterminer la distance de manière indépendante.
Cela demande de construire ce qu'on appelle une échelle de distance, où chaque barreau permet d'atteindre le suivant. Le premier barreau utilise la géométrie pure. Quand la Terre se déplace d'un côté à l'autre de son orbite, les étoiles proches semblent légèrement se décaler par rapport au fond du ciel. En mesurant ce déplacement minuscule, on obtient une distance sans aucune hypothèse physique. C'est de la trigonométrie appliquée au cosmos. Le deuxième barreau utilise des étoiles très particulières. Certaines étoiles géantes pulsent avec une régularité d'horloge. Elles gonflent et se contractent selon un cycle stable, et il se trouve que la durée de ce cycle est directement liée à leur luminosité réelle. Une pulsation lente signifie une étoile intrinsèquement brillante. Une pulsation rapide signifie une étoile plus faible. Il suffit donc de chronométrer la pulsation pour connaître la puissance véritable de l'astre et de comparer avec sa brillance apparente pour en déduire la distance. C'est l'un des outils les plus élégants jamais conçus en astronomie. Le troisième barreau franchit les grandes distances grâce aux explosions stellaires. Certaines étoiles mortes, des naines blanches très denses, accumulent de la matière arrachée à une étoile compagne. Lorsqu'elles atteignent une limite de masse précise, elles explosent avec une puissance quasiment identique à chaque fois. Ces explosions sont visibles à des milliards d'années-lumière et servent de repère de luminosité standard. En reliant ces barreaux les uns aux autres, on obtient une mesure directe du taux d'expansion. Et voilà le problème. Les deux méthodes ne donnent pas le même résultat. L'écart avoisine les 9%. Dans la vie quotidienne, 9% est une broutille. En cosmologie de précision, c'est un séisme, parce que les barres d'erreur des deux mesures ont été réduites au fil des années, au point qu'elles ne se chevauchent plus. Les deux camps ont vérifié, revérifié, changé de méthode, changé d'instrument, changé d'équipe. Le désaccord persiste, et il est devenu statistiquement trop significatif pour être ignoré. Pendant longtemps, l'explication la plus confortable était que quelqu'un se trompait quelque part dans l'échelle de distance. Peut-être que la poussière interstellaire assombrissait les étoiles pulsantes. Peut-être que la foule d'étoiles voisines dans les images perturbait la mesure de leur éclat. Peut-être que les explosions stellaires n'étaient pas aussi identiques qu'on le pensait. Le télescope infrarouge a été utilisé pour trancher ce point précis. Sa résolution supérieure permet de séparer les étoiles pulsantes de leurs voisines encombrantes. L'infrarouge traverse la poussière bien mieux que la lumière visible. Et pour renforcer la vérification, on a introduit des méthodes alternatives ne reposant pas du tout sur les étoiles pulsantes. L'une utilise la luminosité maximale atteinte par certaines étoiles géantes rouges au moment où elles amorcent la fusion de l'hélium, un seuil physique très stable. Une autre s'appuie sur une catégorie d'étoiles au carbone dont la brillance est remarquablement constante. 3 approches indépendantes. 3 chaînes de raisonnement différentes. 3 résultats convergents. L'écart n'a pas disparu, il s'est renforcé. Il faut mesurer ce que cela signifie. 2 méthodes rigoureuses, appliquées avec un soin extrême, portant sur la même quantité physique, donnent des réponses incompatibles. Puisque les mesures semblent correctes, l'erreur ne se situe pas dans l'observation. Elle se situe dans le pont qui relie les deux époques. Autrement dit, dans notre récit de ce qui s'est passé entre le rayonnement fossile et aujourd'hui. Quelque chose manque dans l'histoire du milieu. Plusieurs propositions circulent. La plus discutée imagine une forme d'énergie supplémentaire, présente uniquement pendant une brève fenêtre du tout jeune univers, avant de disparaître presque entièrement. Cette énergie fugitive aurait modifié le rythme d'expansion à un moment critique, laissant une empreinte durable sur toutes les mesures ultérieures. L'idée est ingénieuse. Elle résout une partie du problème. Mais elle en crée d'autres, car en ajustant ce paramètre, on dérègle des observations qui fonctionnaient très bien auparavant. C'est le drame permanent de la cosmologie moderne. Chaque rustine posée sur une fuite fait apparaître une fuite ailleurs. D'autres suggèrent que le nombre de familles de particules très légères présentes dans l'univers primitif diffère de ce que nous supposons. D'autres encore explorent l'idée que la gravitation elle-même ne se comporte pas exactement comme la relativité générale le prédit sur les plus grandes échelles. Et il existe une hypothèse plus dérangeante, plus modeste en apparence, qui consiste à envisager que notre position dans l'univers ne soit pas parfaitement typique. Si notre région se trouvait à l'intérieur d'une zone légèrement moins dense que la moyenne, une sorte de vaste creux de plusieurs centaines de millions d'années-lumière, la matière environnante serait attirée vers l'extérieur,
ce qui accélérerait localement les mouvements observés et fausserait la mesure directe du taux d'expansion. Cette idée a été longtemps rejetée parce qu'elle contredit un principe fondateur, selon lequel aucun endroit ne devrait être particulier. Or, plusieurs relevés récents du nombre de galaxies autour de nous ont ravivé le débat, sans le trancher. Le point important est celui-ci. Il ne s'agit plus d'un désaccord entre deux équipes rivales. Il s'agit d'une contradiction interne au modèle lui-même. Et le télescope, censé apaiser la dispute, l'a rendu plus aigu. C'est une chose singulière à observer de l'extérieur. Nous avons construit une machine d'une complexité inouïe. Nous l'avons envoyée à 1,5 million de kilomètres. Nous avons attendu 30 ans, et sa première grande contribution au débat le plus important de la cosmologie a été de confirmer que nous avons un problème. Ce n'est pas un échec. C'est exactement ce qu'un bon instrument doit faire. Un instrument médiocre confirme ce que l'on croit. Un excellent instrument révèle ce que l'on ignorait ignorer. Et pendant que ce débat se poursuivait, une autre fissure s'est ouverte, dans une direction que personne n'avait vraiment prévue. Elle ne concerne pas le passé, elle concerne l'avenir. À la fin des années 90, deux équipes concurrentes se sont lancées dans une même chasse. Elles voulaient mesurer le ralentissement de l'expansion cosmique. L'intuition était limpide. L'univers contient de la matière. La matière exerce une attraction gravitationnelle. Cette attraction doit freiner l'expansion. La seule question était de savoir si le freinage était suffisant pour finir par tout inverser et ramener le cosmos vers un effondrement final, ou s'il était trop faible et laissait l'expansion se poursuivre indéfiniment en s'essoufflant. Elles ont mesuré la brillance d'explosions stellaires très lointaines pour comparer leur distance réelle à leur vitesse d'éloignement. Et elles ont obtenu un résultat qu'aucune des deux ne souhaitait annoncer la première, tant il semblait absurde. Les explosions lointaines étaient trop faibles. Trop faible signifie plus éloigné que prévu. Plus éloigné que prévu signifie que l'expansion n'a pas ralenti. Elle s'est accélérée. Chaque équipe a d'abord soupçonné une erreur dans son propre travail. Elles ont cherché des biais, de la poussière, des effets d'évolution des étoiles au fil du temps cosmique. Puis elles ont découvert que l'autre équipe, avec des méthodes différentes, aboutissait au même verdict impossible. Ce moment reste l'un des plus étranges de l'histoire de l'astronomie moderne. Deux groupes rivaux, se retrouvant, malgré eux, alliés autour d'un résultat qui les mettait tous les deux profondément mal à l'aise. Quelque chose pousse l'univers vers l'extérieur, quelque chose qui ne se dilue pas comme la matière ordinaire lorsque l'espace grandit, quelque chose qui devient dominant à mesure que tout le reste s'étale. Faute de mieux, on l'a nommé énergie sombre. Ce nom n'explique rien. Il désigne une ignorance. Il met une étiquette sur une case vide. Et cette case vide représente environ 68% de tout le contenu énergétique de l'univers. Dans la version standard, cette énergie est décrite comme une constante. Une densité d'énergie fixe attachée à l'espace lui-même. Chaque mètre cube de vide en contiendrait la même quantité, partout, à toutes les époques. Ce qui a une conséquence troublante. Quand l'espace grandit, il ne dilue pas cette énergie. Il en crée davantage, puisqu'il y a davantage d'espace. L'accélération se renforce donc d'elle-même, sans limite apparente. Le problème, c'est que lorsque l'on tente de calculer la valeur de cette énergie du vide, à partir des théories physiques les plus fondamentales, on obtient un chiffre astronomiquement faux. Pas faux d'un facteur 2, pas faux d'un facteur 1000, faux d'un facteur qui s'écrit avec 120 zéros. C'est l'écart le plus gigantesque jamais enregistré entre une prédiction théorique et une mesure. Si un ingénieur calculait la longueur d'un pont et se trompait dans les mêmes proportions, il obtiendrait une valeur dépassant la taille de l'univers observable pour un ouvrage devant relier deux rives d'un fleuve. Quelque chose annule presque intégralement cette énergie prédite. Presque, mais pas tout à fait, puisqu'il en reste juste assez pour accélérer l'expansion. Personne ne sait ce qui effectue cette annulation, ni pourquoi elle s'arrête à un résidu si minuscule et si précisément accordé. Ce mystère aurait pu rester une curiosité théorique. Puis, les grandes campagnes d'observation récentes ont commencé à livrer leurs premiers résultats, et l'atmosphère a changé. De vastes relevés spectroscopiques mesurent aujourd'hui la position de dizaines de millions de galaxies dans le ciel. En cartographiant leur répartition, on peut détecter une empreinte fossile particulière. Dans le plasma primitif, les ondes de pression se propageaient à travers la matière comme des ondes sonores dans un fluide.
Lorsque le brouillard s'est levé et que le plasma a disparu, ces ondes se sont figées, laissant une échelle de distance caractéristique inscrite dans la distribution de la matière. Cette échelle agit comme une règle universelle. En observant comment sa taille apparente évolue selon les époques, on peut reconstituer l'histoire de l'expansion avec une précision remarquable. Les premiers résultats de ces relevés, combinés aux observations d'explosions stellaires et au rayonnement fossile, ont produit un signal inattendu. Les données semblent légèrement préférer un modèle où l'énergie sombre n'est pas constante, où son intensité aurait été plus forte dans le passé et diminuerait doucement. Ce n'est pas une confirmation. Le signal reste fragile et fait l'objet d'un examen sévère. Il pourrait s'évaporer avec des données supplémentaires. Mais s'il se confirme, la conséquence est vertigineuse. Une énergie sombre variable signifie que le destin de l'univers n'est pas celui que nous avions écrit. Dans le scénario habituel, l'accélération se poursuit indéfiniment. Les galaxies lointaines s'éloignent de plus en plus vite, jusqu'à franchir un horizon au-delà duquel leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Une à une, elles disparaissent du ciel. Dans un futur inimaginablement lointain, les habitants éventuels de ce cosmos ne verraient plus que leur propre galaxie, isolée dans un noir absolu, sans aucun moyen de deviner qu'il y a eu autre chose. Ils ne pourraient pas découvrir l'expansion, ils ne pourraient pas reconstituer l'histoire. Toute la cosmologie deviendrait invisible. Il y a quelque chose de profondément mélancolique dans cette perspective. Nous vivons à une époque privilégiée pour observer. La lumière ancienne est encore accessible. Les traces sont encore lisibles. Ce ne sera pas éternellement le cas. Mais si l'énergie sombre diminue, ce scénario change. L'accélération pourrait ralentir, elle pourrait s'arrêter. Elle pourrait, dans certaines variantes plus extrêmes, s'inverser et laisser la gravitation reprendre le dessus, conduisant à un très lointain resserrement de tout ce qui existe. La différence entre ces avenirs ne tient qu'à quelques décimales dans une équation. Nous sommes en train de mesurer la fin de l'univers avec une incertitude qui autorise encore des issues opposées. Et pendant que cette question reste ouverte, l'autre grande inconnue continue de nous échapper. Celle qui représente environ 27% du contenu cosmique. La matière noire. On ne la voit pas. Aucun télescope ne captera jamais son éclat, puisqu'elle n'en produit aucun. Elle n'absorbe pas la lumière. Elle ne la reflète pas. Elle traverse la matière ordinaire comme si celle-ci était vide. Vous êtes probablement traversé en permanence par un flux de ces particules hypothétiques sans jamais le percevoir. Alors pourquoi être si sûr de son existence? Parce que la gravitation l'a trahi. Quand on mesure la vitesse de rotation des étoiles dans une galaxie spirale, on obtient une courbe. En bonne logique, cette courbe devrait décroître à mesure que l'on s'éloigne du centre, exactement comme les planètes lointaines de notre système solaire orbitent plus lentement que les proches. La masse visible est concentrée au centre, donc son attraction faiblit avec la distance. Ce n'est pas ce que l'on observe. Les étoiles des régions extérieures tournent aussi vite, parfois plus vite, que celles des régions internes. À ces vitesses, elles auraient dû être éjectées depuis longtemps. Les galaxies devraient se disloquer. Elles tiennent pourtant, avec une stabilité placide, depuis des milliards d'années. Il manque de la masse, beaucoup de masse, répartie dans un vaste halo sphérique qui déborde largement du disque lumineux. Ce raisonnement ne repose pas sur une seule observation. Il est confirmé par la manière dont les amas de galaxies déforment la lumière des objets situés derrière eux. La masse courbe l'espace, et l'espace courbé dévie les rayons lumineux. On peut donc peser un amas rien qu'en observant la distorsion des images d'arrière-plan. Le résultat dépasse systématiquement et largement la masse visible. Il existe même une observation qui a marqué durablement les esprits. Lorsque deux amas de galaxies se percutent, les gaz chauds qu'ils contiennent entrent en collision, se freinent mutuellement et restent bloqués au centre de l'impact. Les galaxies elles-mêmes, séparées par d'immenses vides, se croisent sans se toucher et continuent leur trajectoire. Si la masse manquante n'était qu'une erreur dans nos lois de la gravitation, elle devrait rester là où se trouve la matière visible dominante, c'est-à-dire dans le gaz. Or, les mesures de déformation lumineuse montrent que la masse est passée outre, accompagnant les galaxies, plutôt que le gaz. Quelque chose d'invisible a traversé la collision sans ralentir. C'est l'un des arguments les plus solides jamais avancés en faveur d'une substance réelle, et non d'une simple correction mathématique. Malgré cela,
personne n'a jamais détecté directement une seule particule de matière noire. Il faut prendre la mesure de cet échec, car il est immense. Depuis plus de 30 ans, des expériences d'une sensibilité extraordinaire ont été installées au fond de mines désaffectées, sous des kilomètres de roches destinées à filtrer le bruit des rayons cosmiques. Des cuves de xénon liquide ultra pur, refroidies, blindées, surveillées par des milliers de capteurs, attendent qu'une particule invisible vienne heurter un noyau atomique et produise un éclair minuscule. Des générations entières de physiciens ont consacré leur carrière à cette attente. Le résultat, jusqu'à présent, est un silence parfait. Chaque nouvelle expérience repousse les limites. Chaque nouvelle limite élimine une partie des théories. Les candidats les plus populaires du début, ceux dont on pensait qu'ils apparaîtraient rapidement, ont été très largement exclus. La chasse s'est déplacée vers des particules beaucoup plus légères, beaucoup plus discrètes, beaucoup plus difficiles à piéger. Nous savons que quelque chose est là. Nous savons combien il y en a. Nous connaissons sa répartition à grande échelle. Et nous n'avons pas la moindre idée de sa nature. C'est dans ce contexte que les observations du télescope infrarouge sont venues ajouter une pression supplémentaire, en montrant des galaxies massives à des époques où les halos capables de les héberger n'auraient pas dû exister. Certains chercheurs y voient un signe qu'il faut ajuster les propriétés de la matière noire. Peut-être que les particules interagissent faiblement entre elles, ce qui modifierait la structure interne des halos. Peut-être que leur vitesse initiale était différente de ce que l'on suppose, ce qui changerait la taille des premières structures formées. Peut-être que le processus d'effondrement a été plus efficace qu'annoncé dans les conditions extrêmes du jeune univers. D'autres, minoritaires mais tenaces, proposent une réponse radicalement différente. Et si le problème n'était pas une matière manquante, mais une loi mal écrite? L'idée est ancienne, et elle a longtemps été traitée avec dédain. Elle part d'une observation curieuse. L'écart entre la masse visible et la masse nécessaire n'apparaît pas n'importe où. Il apparaît systématiquement lorsque l'accélération gravitationnelle descend en dessous d'un seuil très faible, une valeur si petite qu'elle ne se rencontre nulle part dans le système solaire. En dessous de ce seuil, les objets se comportent comme s'ils étaient plus fortement attirés que prévu. Alors une proposition a été formulée. Et si, dans ce régime d'accélération extrêmement faible, la relation entre force et mouvement cessait d'être exactement celle que nous utilisons? Une modification subtile, sans effet mesurable dans notre voisinage, mais décisive à la périphérie des galaxies. Cette approche possède un atout embarrassant pour ses détracteurs. Elle prédit avec une précision étonnante la forme des courbes de rotation d'un très grand nombre de galaxies à partir de leur seule distribution de matière visible et sans aucun paramètre ajustable pour chaque objet. Dans un cadre où la matière noire existe, chaque galaxie possède son propre halo dont la forme et la densité peuvent être ajustées. Ici, il n'y a rien à ajuster. On donne la lumière, on obtient la rotation. Et pourtant, cette approche échoue ailleurs. Elle peine à rendre compte des amas de galaxies, où un déficit de masse subsiste même après modification. Elle a longtemps eu du mal à reproduire la structure fine du rayonnement fossile, que le modèle standard décrit magistralement. Elle n'explique pas la collision d'amas où la masse s'est séparée du gaz. Le résultat est un match nul très inconfortable. Une théorie triomphe à l'échelle des galaxies et échoue au-delà. L'autre triomphe au-delà et rencontre des difficultés persistantes à l'échelle des galaxies. Certains commencent à envisager que la vérité soit hybride, qu'une forme de matière invisible existe réellement, mais en moindre quantité, et que la gravitation présente en plus un comportement légèrement différent dans les régimes extrêmes. Cette voie médiane est difficile à formuler proprement, mais elle attire de plus en plus d'attention, précisément parce que les deux camps échouent aux endroits où l'autre réussit. Ce genre de situation ne dure jamais éternellement en science. Elle finit toujours par se résoudre par une idée que personne n'avait envisagée, et qui paraîtra évidente une fois formulée. En attendant, une autre catégorie d'indices s'accumule discrètement, et elle est peut-être la plus troublante de toutes. Elle ne concerne pas ce que contient l'univers, mais la manière dont il est organisé. Il existe un principe silencieux sous toute la cosmologie moderne. Il affirme que l'univers, observé à une échelle suffisamment grande, se ressemble partout et dans toutes les directions. Aucun endroit privilégié, aucune direction privilégiée, aucune orientation particulière inscrite dans le cosmos.
Ce n'est pas une préférence esthétique, c'est une nécessité mathématique. Les équations qui décrivent l'évolution de l'univers deviennent impossibles à résoudre si l'on abandonne cette hypothèse. Toute la structure du modèle repose dessus. L'âge calculé, le taux d'expansion, la densité de matière, la nature de l'énergie sombre, tout est déduit en supposant l'uniformité. Or, plusieurs observations récentes viennent gratter cette hypothèse. La première concerne le rayonnement fossile lui-même. En cartographiant très finement ces variations de température, on a repéré des anomalies persistantes. Une région anormalement froide, plus étendue que ce que les statistiques prévoient. Une atténuation inattendue des variations aux plus grandes échelles angulaires. Et surtout, un alignement improbable entre les structures les plus vastes de cette carte, comme si elles partageaient un axe commun. Un univers issu d'un état initial parfaitement aléatoire ne devrait posséder aucun axe. La question a fait couler beaucoup d'encre. Certains soutiennent qu'il s'agit d'un pur effet du hasard, puisque nous n'avons qu'un seul ciel à observer et qu'un événement rare doit bien se produire quelque part. D'autres soupçonnent une contamination par des sources locales mal soustraites. D'autres encore estiment que l'alignement est réel et significatif. Le débat n'est pas tranché. Il dure depuis 20 ans. La deuxième série d'indices vient des structures géantes. La matière de l'univers n'est pas répartie uniformément à petite échelle. Elle forme une architecture d'une beauté saisissante. Des filaments de gaz et de matière invisible s'étirent sur des centaines de millions d'années-lumière, se croisant en nœuds où s'accumulent les amas les plus massifs. Entre ces filaments s'ouvrent d'immenses vides, des régions presque parfaitement désertes, où l'on peut voyager pendant des centaines de millions d'années-lumière sans rencontrer grand-chose. Cette toile cosmique est prédite par les simulations, et sa reproduction figure parmi les plus grands succès du modèle standard. La correspondance entre les structures calculées par ordinateur et celles observées dans le ciel est souvent stupéfiante. Mais la théorie impose une limite. La gravitation a besoin de temps pour rassembler la matière, et l'expansion travaille contre elle. Il existe donc une taille maximale, au-delà de laquelle aucune structure cohérente ne devrait pouvoir se former dans le temps disponible depuis le commencement. Cette limite se situe autour du milliard d'années-lumière. Plusieurs structures apparemment plus grandes ont été signalées. L'une d'elles, découverte en cartographiant la distribution d'énormes flambées d'énergie provenant de galaxies lointaines, s'étendrait sur près de 10 milliards d'années-lumière. Une autre, identifiée en analysant les traces laissées par des quasars sur la lumière traversant l'espace, forme un arc gigantesque de plusieurs milliards d'années-lumière. Une troisième, encore plus étrange, dessine un anneau presque parfait d'une circonférence colossale, dans une région du ciel voisine de la précédente. Chacune de ces annonces a suscité une critique méthodologique sévère. Détecter une structure dans une distribution de points est un exercice piégé. L'œil humain et les algorithmes conçus par des humains ont une tendance naturelle à percevoir des motifs dans le hasard. Des tests statistiques rigoureux sont indispensables, et leurs résultats font l'objet de désaccords. Aucune de ces structures n'est unanimement acceptée. Aucune n'a été formellement réfutée non plus. Ce qui est frappant, c'est leur accumulation. Une anomalie isolée est une curiosité. 3 ou 4 anomalies indépendantes, qui pointent toutes vers la même faiblesse théorique, commencent à ressembler à autre chose. Et le télescope infrarouge, sans observer directement ces structures géantes, apporte sa propre contribution à la question. En sondant des champs profonds, il a mis en évidence des concentrations précoces de galaxies bien plus avancées dans leur assemblage que prévu, ce que l'on appelle des proto-amas, les embryons des futurs grands amas. Leur existence n'est pas surprenante en soi, leur degré d'organisation l'est. Dans certains cas, on observe des dizaines de galaxies massives déjà rassemblées, liées gravitationnellement, entourées de filaments visibles, alors que l'univers n'avait qu'une fraction de son âge actuel. C'est comme observer une région qui vient d'être défrichée et y trouver une agglomération dense, avec des routes, des quartiers et une périphérie déjà dessinée. L'accumulation de matière à grande échelle semble avoir été plus rapide et plus efficace que ce que nos meilleures simulations parviennent à produire. Il existe une explication conservatrice à laquelle il faut rendre justice. Notre capacité à mesurer la masse d'une galaxie lointaine repose sur des hypothèses concernant la répartition des étoiles selon leur masse. On suppose généralement que pour chaque étoile très massive, naissent un grand nombre d'étoiles plus petites, selon une proportion mesurée dans notre voisinage.
Si, dans les conditions du jeune univers, cette proportion était différente, si les étoiles massives et lumineuses étaient nettement plus fréquentes, alors une galaxie pourrait paraître extrêmement brillante, tout en contenant beaucoup moins de matière que nous ne le calculons. Dans ce cas, une bonne partie des masses impossibles s'évaporerait. Le problème ne serait plus dans la cosmologie, mais dans notre modèle de formation stellaire. Ce serait rassurant sur un plan et bouleversant sur un autre, car cela signifierait que les premières générations d'étoiles ne ressemblaient en rien à celles que nous connaissons. Et c'est précisément ce que d'autres observations commencent à suggérer. Il faut imaginer l'univers avant la première étoile. Pendant environ 200 millions d'années après le commencement, il n'y avait aucune source de lumière. Pas une seule. Le rayonnement libéré lors de la formation des atomes s'était étiré et refroidi jusqu'à devenir invisible. Il ne restait qu'un immense volume d'hydrogène et d'hélium, homogène, froid, en train de dériver lentement vers les zones où la matière invisible commençait à se rassembler. Aucun éclat, aucun contraste, une obscurité totale et sans témoin. On appelle cette période les âges sombres. C'est le seul chapitre de l'histoire cosmique dont nous ne possédons littéralement aucune image, parce qu'il n'y avait rien à photographier. Puis, au fond des puits gravitationnels les plus profonds, le gaz s'est comprimé au-delà d'un seuil. La température au centre de ces nuages a grimpé jusqu'à quelques millions de degrés. Les noyaux d'hydrogène ont commencé à fusionner. Et pour la première fois depuis la disparition du brouillard primordial, une lumière nouvelle est apparue. Ces premières étoiles n'avaient rien de commun avec celles d'aujourd'hui. Le gaz dont elles sont nées était d'une pureté chimique absolue, uniquement de l'hydrogène et de l'hélium. Aucun élément lourd. Or, les éléments lourds jouent un rôle essentiel dans la formation stellaire moderne. Ils permettent au gaz de rayonner son énergie et de se refroidir efficacement, ce qui autorise la fragmentation d'un nuage en de nombreux petits morceaux et donc la naissance de nombreuses petites étoiles. Sans eux, le refroidissement est bien moins efficace. Le gaz reste chaud, il résiste à la fragmentation et il s'effondre en blocs massifs. Les modèles suggèrent donc que les toutes premières étoiles étaient des colosses, des dizaines, peut-être des centaines de fois la masse du Soleil. Chacune brûlant à des températures de surface extrêmes, émettant un flot d'ultraviolets capable d'ioniser le gaz sur des distances énormes. Chacune vivant à peine quelques millions d'années avant de s'effondrer. Leur mort a tout changé. Dans leur cœur, la fusion avait fabriqué du carbone, de l'oxygène, du néon, du magnésium, du silicium, jusqu'au fer. Lorsqu'elles ont explosé, elles ont dispersé ces éléments dans le gaz environnant. Pour la première fois, l'univers a contenu autre chose que ces deux ingrédients de départ. Tout ce qui vous compose vient de là. Le calcium de vos os, le fer de votre sang, l'oxygène que vous respirez à cet instant précis. Chacun de ces atomes a été forgé dans la fournaise d'une étoile qui est morte avant que le Soleil n'existe. Nous sommes littéralement construits à partir des cendres d'astres disparus, et cette phrase, si souvent répétée qu'elle en est devenue banale, décrit une réalité chimique parfaitement vérifiable. Aucune de ces premières étoiles n'a jamais été observée directement. Elles sont trop lointaines, trop brèves, trop rares dans le temps. Les repérer est l'un des objectifs les plus ambitieux de l'astronomie contemporaine, et le télescope infrarouge s'y emploie. Ce qu'il trouve dans ces régions ne correspond pas non plus aux attentes. En analysant la composition chimique de galaxies extrêmement lointaines, les chercheurs ont détecté des quantités d'éléments lourds nettement supérieures à ce que les modèles prévoient à ces époques. L'oxygène, en particulier, apparaît trop tôt et en trop grande abondance. Certaines galaxies observées quelques centaines de millions d'années après le commencement montrent un enrichissement chimique comparable à celui de systèmes bien plus âgés. L'enrichissement demande du temps. Il faut qu'une génération d'étoiles naisse, vive, meure et disperse ces éléments. Il faut que ces éléments se mélangent au gaz environnant. Il faut qu'une nouvelle génération se forme à partir de ce mélange. Chaque cycle prend des millions d'années. Trouver plusieurs cycles accomplis dans un délai qui en autorisait à peine un revient à trouver la 3e récolte d'un champ semé la semaine dernière. L'explication la plus simple est que les premières étoiles étaient encore plus massives et encore plus nombreuses que ce que l'on imaginait. Des astres géants, brûlant à une vitesse folle, mourant en cascade, saturant leur environnement en éléments lourds, à un rythme que nos simulations ne reproduisent pas.
Une deuxième anomalie renforce cette idée, et elle concerne la lumière elle-même. Après la formation des atomes, l'univers était rempli d'hydrogène neutre. Or, l'hydrogène neutre est opaque à certaines longueurs d'onde ultraviolettes. Pour que l'univers redevienne transparent, il a fallu que ce gaz soit à nouveau ionisé, c'est-à-dire que ses électrons soient à nouveau arrachés. Ce processus, qui s'est déroulé sur plusieurs centaines de millions d'années, est l'une des grandes transitions de l'histoire cosmique. Le responsable présumé est le rayonnement ultraviolet des premières galaxies. Mais pour ioniser la totalité de l'hydrogène de l'univers, il faut une quantité de rayonnement précise, calculable à partir de la physique atomique. C'est un budget, un compte à équilibrer. Pendant longtemps, ce budget posait problème. On ne trouvait pas assez de sources pour fournir la lumière nécessaire. Les mesures récentes ont renversé la situation d'une façon presque comique. Les galaxies primitives observées produisent bien plus de rayonnement ionisant que prévu. Certaines en émettent 3 à 5 fois davantage que ce que leur taille et leur masse laissaient supposer. Le budget n'est plus déficitaire. Il est excédentaire, au point que certains chercheurs se demandent maintenant pourquoi l'ionisation n'a pas été achevée plutôt qu'observée. On est passé du problème de la lumière manquante au problème de la lumière en trop. Ce détail semble technique. Il ne l'est pas. Il indique que les populations stellaires du jeune univers produisaient de l'énergie avec une efficacité que nos modèles sous-estiment gravement. Autrement dit, les étoiles d'alors n'étaient pas les mêmes, plus chaudes, plus massives, peut-être organisées différemment. Et si les étoiles étaient différentes, alors la mesure de la masse des galaxies, qui dépend directement des hypothèses sur les populations stellaires, doit être révisée. Et si la mesure de la masse doit être révisée, alors une partie des galaxies impossibles pourrait redevenir possible. Ce serait un dénouement élégant, le mystère du jeune univers, résolu non pas par une nouvelle physique fondamentale, mais par une compréhension plus fine de la naissance des étoiles. Sauf qu'il reste un problème, que cette solution n'efface pas du tout. Le plus lourd de tous, littéralement. Au centre de presque toutes les grandes galaxies siège un trou noir supermassif. Celui de notre propre galaxie contient l'équivalent de plus de 4 millions de soleils comprimés, dans un volume plus petit que notre système solaire. D'autres atteignent le milliard de masses solaires, voire davantage. La formation de ces objets est l'un des problèmes ouverts les plus sévères de l'astrophysique. Les trous noirs de masse stellaire, ceux qui naissent de l'effondrement d'une étoile massive, sont bien compris. Ils pèsent quelques dizaines de masses solaires. Le passage de quelques dizaines à plusieurs milliards exige soit un temps considérable, soit un mécanisme d'une efficacité extraordinaire. Or, on détecte des trous noirs déjà énormes à des époques où le temps disponible était dérisoire. Un exemple particulièrement marquant a été identifié en combinant l'observation infrarouge avec des données en rayons X. Il s'agit d'un trou noir actif, situé à une époque correspondant à environ 400 millions d'années après le commencement. Sa masse estimée atteint plusieurs dizaines de millions de fois celle du Soleil. Et le rapport entre sa masse et celle des étoiles de sa galaxie hôte est anormal. Il représente une fraction bien plus importante de son environnement que tout ce que l'on observe dans l'univers proche. Habituellement, le trou noir central pèse environ 1/1000 de la masse stellaire de sa galaxie. Ici, il pourrait en représenter une part comparable à celle de toutes les étoiles réunies. Le trou noir n'a pas grandi avec sa galaxie. Il semble être arrivé le premier. Cette inversion, si elle se confirme, bouleverse le récit habituel. On imaginait des galaxies se formant d'abord, puis nourrissant progressivement un trou noir en leur centre. L'ordre pourrait être exactement inverse. Les trous noirs auraient pu constituer les graines autour desquelles les galaxies se sont assemblées. Le cœur de la difficulté tient à une limite physique très concrète. Un trou noir grandit en absorbant de la matière, mais cette matière ne tombe pas silencieusement. En spiralant vers l'intérieur, elle s'échauffe et rayonne. Ce rayonnement exerce une pression vers l'extérieur sur le gaz qui continue d'affluer. Passé un certain taux d'absorption, la pression lumineuse devient assez forte pour repousser la matière entrante et couper l'alimentation. Le trou noir s'étrangle lui-même en mangeant trop vite. Cette limite définit une vitesse de croissance maximale, et lorsqu'on applique cette vitesse maximale à une graine de quelques dizaines de masses solaires, en supposant une alimentation continue et parfaitement efficace pendant toute la durée disponible, on n'arrive pas au résultat observé.
Il manque des ordres de grandeur. Imaginez qu'on vous demande de remplir un réservoir avec un tuyau dont le débit ne peut pas dépasser une certaine valeur, et que le réservoir soit déjà plein alors que vous venez d'ouvrir le robinet. Vous ne mettriez pas en doute le réservoir. Vous chercheriez une autre source d'eau, ou vous constateriez que le réservoir contenait déjà quelque chose au départ. 3 pistes principales sont explorées. La première suppose que la graine initiale n'était pas petite. Dans certaines conditions particulières du jeune univers, un nuage de gaz de très grande masse pourrait s'effondrer directement, sans passer par l'étape de la formation stellaire, produisant d'un seul coup un trou noir de dizaines de milliers de masses solaires. Pour que cela se produise, il faut empêcher le nuage de se fragmenter, ce qui nécessite un environnement dépourvu d'éléments lourds et baigné dans un rayonnement intense provenant d'une galaxie voisine. Ces conditions sont rares, mais elles ne sont pas impossibles, et le jeune univers était bien plus dense et bien plus compact qu'aujourd'hui. La deuxième piste mise sur les fusions. Dans les régions les plus denses, les trous noirs auraient pu se rencontrer et fusionner à répétition, chaque collision doublant la masse. Le problème est que les fusions provoquent aussi un recul, une sorte de coup de pied gravitationnel qui peut éjecter le trou noir résultant hors de sa galaxie. Le mécanisme fonctionne, mais il perd beaucoup d'objets en chemin. La troisième piste, la plus audacieuse, remet en question la limite elle-même. Dans certaines configurations, si le gaz est extrêmement dense et si le rayonnement produit reste piégé à l'intérieur du flot de matière, au lieu de s'échapper, l'absorption pourrait dépasser temporairement le plafond théorique. Des simulations suggèrent que des phases d'alimentation intenses et brèves sont envisageables. La question est de savoir si elles peuvent durer assez longtemps et se répéter assez souvent. Aucune de ces réponses n'est confirmée. Ce qui est confirmé, c'est la présence des objets. Et à mesure que les relevés progressent, ils deviennent plus nombreux. Ce n'était pas un cas isolé. Ce n'est pas une exception statistique. C'est une population. Il y a une image mentale qui revient souvent chez les chercheurs qui travaillent sur ce sujet. Celle d'un enfant que l'on retrouverait adulte le lendemain de sa naissance. Le problème n'est pas de croire à l'existence de l'adulte. Le problème est de comprendre ce qui s'est passé pendant la nuit. Et il y a une autre catégorie d'objets qui pose exactement le même genre de questions, mais d'une manière visuellement plus poétique. Une galaxie spirale est un objet d'une grande finesse. Ses bras ne sont pas des structures solides. Ce sont des ondes de densité qui se propagent dans un disque en rotation, comme des embouteillages qui se déplacent le long d'une autoroute, alors que les véhicules eux-mêmes entrent et sortent en permanence. Les étoiles traversent les bras, ralentissent en les traversant, s'y accumulent brièvement, puis en ressortent. C'est le motif qui persiste, pas la matière. Pour qu'un tel motif s'établisse et se maintienne, il faut un disque stable. Un disque stable exige que le gaz se soit déposé calmement, que les mouvements désordonnés se soient apaisés, que les fusions violentes aient cessé. Cela demande du temps. Dans le récit classique, les galaxies du jeune univers devaient être irrégulières, grumeleuses, secouées par des collisions incessantes, des masses informes en cours d'assemblage. Le stade élégant venait bien plus tard. Les observations récentes montrent des disques déjà organisés, avec des bras spiraux nets, à des époques où l'univers avait à peine quelques milliards d'années. Plus surprenant encore, on détecte fréquemment des barres centrales, ces structures allongées d'étoiles qui traversent le noyau de nombreuses spirales, y compris la nôtre. Une barre ne peut se former que dans un disque suffisamment froid dynamiquement et suffisamment dominé par sa propre matière. Sa présence est un certificat de maturité. Les barres apparaissent nettement plus tôt et nettement plus souvent que prévu. Voici une comparaison qui rend la chose sensible. On vous décrit la formation d'un fleuve à partir de la fonte des neiges. On vous explique qu'il faudra des décennies pour que le cours se stabilise, que les méandres se dessinent, que les berges se consolident. Puis, on vous montre une photographie prise quelques semaines après le début de la fonte, et le fleuve est déjà là, large, sinueux, avec des rives nettes et un lit profondément creusé. Vous ne douteriez pas de la photographie, vous douteriez de la chronologie. Les pistes envisagées pour expliquer cette maturité précoce sont intéressantes. L'une propose que l'accrétion du gaz dans le jeune univers ait été bien plus régulière et moins violente qu'on ne le pensait, permettant au disque de se constituer sans être constamment démoli. Une autre met en avant le rôle des champs magnétiques, souvent négligés dans les simulations à grande échelle parce qu'ils sont coûteux à calculer,
mais capable de stabiliser un disque et d'amortir les turbulences. Ces explications ne sont pas confirmées. Elles ont tout en commun d'exiger une révision du récit. Et derrière toutes ces révisions, se profile une question que très peu de chercheurs osent formuler à voix haute, mais qui apparaît de plus en plus souvent dans les publications avec un vocabulaire prudent. Et si les règles n'avaient pas toujours été exactement les mêmes? La physique repose sur un petit ensemble de nombres qui semblent fixes. La vitesse de la lumière, l'intensité relative des forces fondamentales, les rapports de masse entre particules. Ces constantes apparaissent dans toutes les équations, et nous supposons qu'elles conservent la même valeur en tout point de l'espace et à toute époque. Cette supposition est raisonnable. Elle est aussi, techniquement, invérifiable dans l'absolu. Nous ne pouvons la tester que là où nous pouvons observer. L'une de ces constantes gouverne la puissance de l'interaction électromagnétique. Elle détermine la façon dont les atomes absorbent et émettent la lumière, et donc la position exacte des raies dans un spectre. Si sa valeur était différente à une autre époque, les raies spectrales des galaxies lointaines seraient très légèrement décalées les unes par rapport aux autres, d'une manière impossible à confondre avec un simple effet de distance. Des analyses menées depuis plusieurs décennies sur la lumière traversant des nuages de gaz lointains ont produit des indices ténus. Certaines études ont suggéré une variation minuscule, très inférieure au %, mais avec une caractéristique déroutante. La variation semblait dépendre de la direction d'observation. Plus faible d'un côté du ciel, plus forte de l'autre. Une constante qui dépend de la direction n'est plus une constante. C'est un champ. Ces résultats restent extrêmement controversés. Ils se situent à la limite absolue de la précision instrumentale, et de nombreuses analyses indépendantes n'ont trouvé aucune variation. Aucune détection n'est établie. La plupart des spécialistes penchent pour un effet systématique mal maîtrisé. Mais la question est désormais testable comme jamais auparavant, grâce à la qualité spectrale des nouveaux instruments. Et il faut mesurer ce que signifierait une confirmation. Si les constantes fondamentales évoluaient, alors la physique du jeune univers ne serait pas identique à la nôtre. La chimie n'aurait pas fonctionné de la même manière. Les seuils de fusion nucléaire auraient été légèrement décalés. La structure des atomes aurait été différente. Et toutes nos prédictions concernant les premières galaxies, calculées avec les valeurs actuelles, seraient systématiquement fausses. Cela expliquerait d'un seul coup pourquoi le jeune univers paraît si étranger à nos modèles. Rien de tout cela n'est démontré. Il faut le répéter, parce que la frontière entre spéculation sérieuse et affirmation abusive est précisément ce qui distingue la science du reste. Mais le simple fait que nous soyons capables de poser la question avec des données réelles, et non par pure philosophie, en dit long sur le chemin parcouru. Jusqu'ici, tout ce que nous avons suivi se déroule à des distances qui dépassent l'entendement. Des galaxies dont la lumière a voyagé pendant 13 milliards d'années. Des structures si vastes que leur description exige des unités qui perdent tout sens intuitif. Mais le même instrument a également regardé beaucoup plus près, et ce qu'il y a trouvé donne à toutes les anomalies précédentes une résonance différente, plus intime. Il a d'abord observé les pouponnières stellaires, ces vastes nuages de gaz et de poussière où des étoiles naissent en ce moment même. Dans l'une des plus célèbres, située à un peu plus de 1300 années-lumière, l'infrarouge a permis de percer la poussière opaque qui masque l'intérieur de la nébuleuse à la lumière visible. Derrière ce voile se cachait un chaos magnifique. Des disques de matière en rotation autour de jeunes étoiles, en train de se transformer en système planétaire. Des jets de gaz éjectés à des vitesses colossales par des astres à peine formés. Des cavités creusées par le rayonnement des étoiles les plus massives. Et au milieu de ce chaos, quelque chose que personne n'avait prévu. Des objets de la taille de planètes géantes, dérivant librement, sans étoiles parentes. Ce n'est pas totalement inédit en soi, car des planètes errantes ont déjà été détectées. Ce qui a stupéfié les équipes, c'est qu'un nombre significatif de ces objets semblait aller par paires, chacun tournant autour de l'autre, sans être lié à aucune étoile. Aucun modèle de formation planétaire ne prédisait cela. Une planète est censée se former dans un disque autour d'une étoile. Elle peut ensuite être éjectée par une interaction gravitationnelle violente. Mais une éjection propulse un objet isolé. Éjecter simultanément deux objets, en préservant leur liaison mutuelle, relève de l'exploit statistique. Alors soit ces objets se forment directement à partir de l'effondrement du gaz, comme des étoiles ratées trop légères pour amorcer la fusion, soit un mécanisme d'éjection que nous ne comprenons pas est capable de préserver des couples.
une nouvelle catégorie d'objets. Une nouvelle question. Le schéma est devenu familier. Puis l'instrument s'est tourné vers les planètes qui, elles, possèdent bien une étoile. La méthode est d'une élégance remarquable. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, elle en bloque une fraction infime de la lumière. Mais une petite partie de cette lumière ne se contente pas d'être bloquée. Elle traverse l'anneau d'atmosphère qui entoure la planète. Et en traversant cette atmosphère, elle est absorbée de manière sélective par les molécules présentes. Chaque molécule possède sa signature, un ensemble de longueurs d'onde qu'elle avale préférentiellement. En comparant le spectre de l'étoile avec et sans la planète devant elle, on obtient la différence. Et cette différence est la carte d'identité chimique d'une atmosphère située à des centaines d'années-lumière. Nous lisons la composition de l'air d'un monde que nous ne verrons jamais, en analysant l'ombre qu'il projette. Les premiers succès ont porté sur des géantes gazeuses très chaudes, faciles à étudier parce qu'elles sont grandes et qu'elles orbitent près de leur étoile. On y a détecté sans ambiguïté du dioxyde de carbone, de l'eau, du monoxyde de soufre. Ce dernier a une importance particulière, car sa présence implique une chimie déclenchée par le rayonnement de l'étoile, ce qui permet pour la première fois d'étudier la photochimie sur un autre monde. Puis les cibles sont devenues plus petites et plus intéressantes. Certains systèmes proches abritent plusieurs planètes rocheuses en orbite autour d'étoiles beaucoup plus froides et plus petites que le Soleil. Dans l'un d'eux, 7 mondes de taille comparable à la Terre tournent en formation serrée, plusieurs d'entre eux se situant dans la zone où l'eau liquide pourrait théoriquement subsister en surface. Les résultats obtenus sur ces mondes ont été sobres et importants. Sur les planètes les plus internes, aucune atmosphère épaisse n'a été détectée. Elles semblent nues, rocheuses, exposées directement au rayonnement de leur étoile. Ce n'est pas la réponse que beaucoup espéraient, mais c'est une information capitale. Les petites étoiles froides sont extrêmement actives dans leur jeunesse et émettent des éruptions violentes. Il est possible qu'elles arrachent l'atmosphère de leur planète proche au cours des premières centaines de millions d'années. Si cela se vérifie pour l'ensemble de ces systèmes, une part énorme des mondes potentiellement habitables de la galaxie serait rayée de la liste, puisque les petites étoiles froides sont de très loin les plus nombreuses. Sur d'autres cibles, plus grandes, les résultats ont provoqué des débats intenses. Une planète en particulier, plusieurs fois plus massive que la Terre et orbitant dans la zone tempérée de son étoile, a livré un spectre contenant des signes de méthane et de dioxyde de carbone. Certains ont interprété ces données comme la signature d'un monde recouvert d'un océan sous une atmosphère riche en hydrogène. D'autres ont soutenu qu'il pouvait tout aussi bien s'agir d'un petit monde gazeux sans aucune surface. Puis une équipe a annoncé un indice possible d'une molécule qui, sur Terre, est produite presque exclusivement par des organismes vivants marins. L'annonce a fait le tour du monde en quelques heures. Et la réaction de la communauté scientifique a été exemplaire. Au lieu de célébrer, elle a attaqué le résultat. D'autres équipes ont réanalysé les mêmes données avec des méthodes différentes et ont trouvé que le signal était trop faible pour être distingué du bruit. Des chimistes ont montré que la même molécule pouvait être produite par des processus non biologiques dans certaines conditions. Des statisticiens ont critiqué la manière dont la significativité avait été évaluée. Le résultat n'est pas établi. Il est probablement trop faible pour être réel en l'état. C'est ainsi que fonctionne la vérification. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas chaleureux, mais c'est ce qui empêche l'erreur de devenir doctrine. Ce qui compte, au-delà de ce cas précis, c'est que la question a changé de nature. Pendant des millénaires, se demander si d'autres mondes existaient relevait de la contemplation. Aujourd'hui, c'est un problème de mesure, avec des instruments, des budgets d'observation, des barres d'erreur et des critères de confirmation. Nous sommes la première génération capable de poser cette question à l'univers plutôt qu'à nous-mêmes. Et il y a un lien direct entre cette recherche et toutes les anomalies évoquées auparavant. Si le jeune univers a réellement produit des structures plus vite et plus efficacement que nos modèles ne le prévoyaient, alors il a aussi produit plus tôt les générations d'étoiles nécessaires à la fabrication des éléments lourds. Or, sans éléments lourds, il n'existe ni roches, ni métaux, ni molécules complexes. Un enrichissement chimique précoce signifie des planètes rocheuses précoces. Un univers qui construit vite est un univers qui prépare vite le décor. Cela ne prouve rien quant à l'existence d'autre chose ailleurs.
Cela déplace simplement les probabilités et cela rend le silence apparent plus intrigant encore. Derrière toutes ces données, il y a des gens. C'est une dimension que les images spectaculaires ne montrent jamais. Il faut imaginer ce que représente, pour un chercheur, de voir vaciller le cadre dans lequel il travaille depuis 30 ans. Ce cadre n'est pas seulement un outil professionnel. C'est la structure à travers laquelle il a compris le monde, formé des étudiants, rédigé des centaines de pages, défendu des projets, expliqué l'univers à sa famille lors de dîners. Quand ce cadre se met à trembler, ce n'est pas une abstraction. Une chercheuse a résumé cette sensation d'une manière frappante lors d'une conférence. Elle a dit que ce n'était pas de l'excitation qu'elle ressentait, mais quelque chose qui ressemblait davantage à un vertige. La sensation très physique d'un sol dont on était certain, et qui bouge. Ce vertige n'est pas une faiblesse, c'est la réaction juste face à des faits solides. Pour les plus jeunes, la situation est différente. Beaucoup sont entrés dans ce domaine en pensant rejoindre une discipline mûre, où il s'agissait d'affiner des décimales. Ils se retrouvent dans un chantier ouvert. Certains trouvent cela grisant, d'autres trouvent cela angoissant, parce qu'une carrière se construit sur des publications, et qu'il est difficile de savoir quelles pistes seront productives quand le cadre lui-même est incertain. Il y a aussi une réalité moins glorieuse. Le financement de la recherche suit les consensus. Les comités d'évaluation jugent les projets à l'aune des théories établies. Défendre une idée hétérodoxe avant d'avoir un poste stable est un risque professionnel réel. Cette inertie n'est pas de la malveillance. C'est la conséquence naturelle d'un système qui doit trier les propositions sérieuses parmi un flot immense. Ce qui a changé depuis quelques années, c'est le degré d'écoute. Des idées considérées comme marginales il y a une décennie sont désormais discutées lors des sessions principales des grands congrès. Des chercheurs qui ne s'adressaient plus la parole se retrouvent devant un même graphique, également perplexes. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette scène. Des spécialistes parmi les plus accomplis de leur génération, réunis autour d'une courbe qui ne veut pas rentrer dans la case prévue, et se demandant ensemble ce qu'ils ont manqué. Il faut aussi dire un mot d'un aspect que le public voit rarement, et qui explique en partie la vitesse à laquelle tout cela se déroule. Le temps d'observation de cet instrument est l'une des ressources les plus disputées de la recherche mondiale. Chaque année, les demandes dépassent largement les heures disponibles. Les propositions sont examinées à l'aveugle, sans que les évaluateurs connaissent l'identité des candidats, précisément pour limiter le poids des réputations établies. Une équipe peut consacrer des mois à préparer un dossier pour obtenir quelques heures d'exposition sur une seule zone du ciel. Cette rareté crée une tension permanente. Chaque cible retenue signifie des dizaines de cibles écartées. Chaque orientation du miroir est un choix qui exclut tout le reste du ciel pendant ce temps. Et parce que l'appareil consomme lentement le carburant qui lui permet de maintenir sa position, sa durée de vie est finie. Les manœuvres de correction ont été si économes lors de la mise en orbite que l'espérance de fonctionnement dépasse largement les prévisions initiales, mais elle reste comptée. Il y a donc, derrière chaque image, une décision humaine. Quelqu'un a estimé que cette portion précise du ciel méritait qu'on lui consacre un fragment irremplaçable d'une ressource limitée. Parfois, ce pari est perdu et l'on obtient des données banales. Parfois, il révèle une population entière d'objets que personne n'attendait. Les données, elles, deviennent publiques après une période réservée, souvent courte, ce qui signifie que des chercheurs du monde entier, y compris ceux qui n'ont obtenu aucun temps d'observation, peuvent analyser les mêmes fichiers. Cette ouverture a un effet remarquable. Une même image peut être exploitée par 5 équipes indépendantes qui parviennent à 5 conclusions partiellement divergentes, et c'est de la confrontation de ces analyses que sort progressivement quelque chose de fiable. Beaucoup des résultats les plus discutés de ces dernières années ont été produits par de petites équipes travaillant sur des données qu'elles n'avaient pas demandées. C'est un détail qui en dit long sur la manière dont la connaissance se construit aujourd'hui. Alors où en sommes-nous réellement, une fois toutes les pièces posées sur la table? Faisons l'inventaire, parce qu'il est saisissant. La matière ordinaire, celle qui compose les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, les instruments, les corps, tout ce qui est constitué d'atomes et détectable par n'importe quel appareil jamais construit, représente environ 5% du contenu énergétique total de l'univers. La matière invisible, dont l'existence est déduite avec force, mais dont la nature reste totalement inconnue, en représente environ 27%. L'énergie responsable de l'accélération de l'expansion,
dont nous ne savons strictement rien sinon ses effets, en représente environ 68%. Autrement dit, environ 95% de ce qui existe échappe à toute description directe. Nous avons des noms, des équations, des mesures d'effets. Nous n'avons pas de compréhension. Et le plus troublant, c'est que les observations récentes montrent que les 5% restants, la partie que nous pensions maîtriser, ne se comportent pas exactement comme prévu non plus. Cela a une conséquence logique importante. Nos estimations concernant les 95% inconnus sont partiellement déduites de notre modélisation des 5% visibles. Si cette modélisation contient des erreurs, ces erreurs se propagent et s'amplifient à travers tout l'édifice. Un léger déplacement dans les fondations produit un déplacement bien plus grand au sommet. Face à cette situation, plusieurs cadres théoriques sont développés en parallèle. Aucun n'est validé. Tous sont travaillés sérieusement, dans des revues à comité de lecture, par des équipes compétentes. Le premier est le plus conservateur. Il propose que les conditions initiales de l'univers n'étaient pas exactement telles que nous les supposons. Le modèle standard suppose que les fluctuations de densité primordiale suivaient une distribution parfaitement aléatoire et très simple. Si cette distribution comportait une composante légèrement différente, un peu plus de structure aux petites échelles, la croissance des premières galaxies aurait pu être accélérée sans qu'aucune loi physique nouvelle ne soit nécessaire. Cette voie sauve presque tout. Elle demande simplement de réécrire le tout premier paragraphe. Le deuxième cadre introduit une composante d'énergie transitoire dans l'univers très jeune, qui aurait modifié brièvement le rythme d'expansion avant de disparaître. C'est la piste la plus directement conçue pour résoudre le désaccord sur le taux d'expansion. Elle fonctionne partiellement et elle continue d'être ajustée face aux données nouvelles. Le troisième cadre modifie les propriétés de la matière invisible. Il suppose qu'elle interagit un peu avec elle-même, ou qu'elle possède une distribution de vitesse différente de celle admise. De telles modifications changent la façon dont les structures s'assemblent et pourraient produire des galaxies plus précoces. Le quatrième est le plus dérangeant. Il abandonne l'idée que l'énergie responsable de l'accélération soit constante. Si son intensité évolue avec le temps, alors non seulement l'avenir de l'univers change, mais son passé récent doit être recalculé, y compris les distances et les âges déduits. Aucun de ces cadres ne résout la totalité des anomalies. Chacun en résout une partie et laisse les autres intactes. Le domaine est dans un état de désordre théorique productif, ce qui est précisément la configuration qui précède les grandes avancées. Voici une manière de se représenter la situation. Imaginez un immense puzzle presque terminé, dont l'image apparaît clairement. On vous apporte alors un lot de nouvelles pièces. Elles s'emboîtent parfaitement entre elles, mais leur motif ne correspond pas à celui déjà assemblé. La question devient alors brutale. Ces nouvelles pièces appartiennent-elles à une zone périphérique de la même image, ou bien l'image d'origine était-elle mal assemblée depuis le début? Les prochaines années devraient trancher, parce que la cavalerie arrive. Plusieurs instruments majeurs entrent en service ou approchent de leur mise en service, et chacun a été conçu pour attaquer un point précis de ce dossier. Un télescope géant est en construction sur un sommet désertique de l'hémisphère sud. Son miroir principal, composé de centaines de segments, dépassera 39 mètres de diamètre, une taille sans précédent. Sa capacité de collecte lui permettra d'observer directement la lumière réfléchie par des planètes rocheuses autour d'étoiles proches et d'analyser leur atmosphère avec une finesse hors de portée aujourd'hui. Il pourra aussi mesurer directement, en comparant des spectres pris à des années d'intervalle, la variation du décalage vers le rouge de galaxies lointaines, c'est-à-dire observer l'expansion en train de changer, en temps réel. Un observatoire spatial d'un genre différent va cartographier de vastes portions du ciel avec un champ de vision des centaines de fois plus large que celui du télescope infrarouge actuel. Là où l'un plonge profondément dans une zone minuscule, l'autre balayera d'immenses surfaces. Cette complémentarité est exactement ce qu'il faut pour transformer des anomalies isolées en statistiques solides. On saura enfin si les galaxies impossibles sont des cas rares ou une population banale. Un observatoire terrestre, équipé de la plus grande caméra numérique jamais construite, photographiera l'intégralité du ciel visible depuis son site tous les quelques jours, pendant une décennie. Il détectera des millions d'explosions stellaires, ce qui permettra de reconstruire l'histoire de l'expansion avec une précision inaccessible jusqu'ici,
et de trancher la question de l'évolution de l'énergie sombre. Un réseau au sol, dédié à l'observation du rayonnement fossile, mesurera ses propriétés avec une sensibilité largement supérieure à tout ce qui existe. S'il subsiste une trace des conditions extrêmes des tout premiers instants, elle devrait s'y révéler. Et une nouvelle génération de détecteurs d'ondes gravitationnelles, y compris un projet spatial, composé de plusieurs engins volant en formation, à des millions de kilomètres les uns des autres, permettra d'écouter les fusions de trous noirs supermassifs dans le jeune univers. C'est peut-être la clé la plus directe. Si les trous noirs géants sont nés de fusions successives, ces événements ont produit des ondulations dans la structure même de l'espace, et ces ondulations voyagent encore. Nous ne regarderons plus seulement l'univers. Nous l'écouterons. Chacun de ces instruments a été conçu en réponse à des questions que les observations récentes ont rendues précises. C'est ainsi que la science avance réellement. Pas par illumination soudaine, mais par affinement progressif de l'ignorance. On ne construit pas un appareil pour confirmer ce que l'on sait. On le construit pour atteindre l'endroit exact où l'on ne sait plus. Il reste une question que tout cela finit par soulever, et à laquelle aucun instrument ne répondra jamais complètement. Nos équations décrivent l'évolution de l'univers avec une précision remarquable, mais elles cessent de fonctionner lorsqu'on les remonte jusqu'à l'instant initial lui-même. À cet endroit, densité et température deviennent infinies dans les formules, et un infini dans une équation physique n'est jamais une description du réel. C'est le signal que la théorie a atteint sa limite de validité. Nous savons donc, de manière certaine, que notre description est incomplète à son point de départ, non pas approximative, incomplète. Ce que cela signifie exactement reste ouvert. Des travaux théoriques explorent différentes façons de prolonger la description, en supposant que les effets quantiques deviennent dominants aux échelles extrêmes. Ces travaux sont rigoureux et publiés, mais aucun n'est testé, et il n'est pas certain qu'ils puissent l'être un jour, car les événements de cette époque ont peut-être effacé leurs propres traces. Il y a une forme d'humilité inévitable dans ce constat. Nous disposons du récit le plus détaillé jamais construit sur l'histoire de la matière, et ce récit commence par une page dont l'encre s'efface quand on l'approche de trop près. Et pourtant, regardez ce que nous avons accompli. Une espèce qui utilise l'écriture depuis environ 5000 ans a construit une machine, l'a envoyée à 1,5 million de kilomètres, l'a refroidie jusqu'à quelques degrés au-dessus du zéro absolu, l'a pointée vers une zone du ciel apparemment vide et a récupéré une lumière partie avant l'existence du Soleil. Cette lumière avait traversé un espace en expansion pendant des milliards d'années. Elle avait été étirée, affaiblie, dispersée. Elle est arrivée sur un morceau de beryllium recouvert d'or, et elle a été convertie en un signal électrique, puis en un nombre, puis en une image. Et cette image ne correspondait pas à ce que nous attendions. Ce n'est pas un échec, c'est le seul résultat qui vaille vraiment la peine. Un instrument qui ne confirme que nos prévisions n'apprend rien à personne. Un instrument qui nous surprend, nous oblige à grandir. Il y a une leçon plus large dans tout cela, et elle est étonnamment constante à travers l'histoire des sciences. Chaque fois que nous avons cru tenir le tableau complet, il s'est révélé être un détail d'un tableau plus vaste. Le ciel est devenu un système solaire. Le système solaire est devenu un point dans une galaxie. La galaxie est devenue une parmi des milliers de milliards. À chaque étape, la réponse a agrandi la question au lieu de la refermer. L'univers n'a jamais, pas une seule fois dans toute l'histoire de la connaissance, fini par être plus petit que ce que l'on croyait. Il n'a jamais été plus simple. Il n'a jamais confirmé que nous étions arrivés au bout. Alors la situation actuelle, avec ces galaxies trop mûres, ces trous noirs trop lourds, ces deux vitesses d'expansion incompatibles, ces structures trop grandes et ces lumières trop intenses, n'est pas une crise. C'est le symptôme habituel d'un seuil. Quelque part, en ce moment, quelqu'un est assis devant un écran à une heure indue, en train de regarder un graphique qui ne devrait pas avoir cette forme. Cette personne va d'abord penser à une erreur de sa part. Elle va tout reprendre depuis le début. Elle va relire son code, vérifier ses hypothèses, comparer avec les données d'un autre instrument. Et à un moment, elle va arrêter de chercher l'erreur, parce qu'il n'y en a pas. C'est ainsi que commencent toutes les révolutions scientifiques. Non par une déclaration triomphale, mais par une gêne persistante que l'on ne parvient pas à faire disparaître. Pendant que nous parlons, à 1,5 million de kilomètres d'ici, un miroir doré reste tourné vers l'obscurité. Il ne s'arrête jamais, il ne dort pas,
Il accumule patiemment, photon par photon, une lumière partie il y a des milliards d'années d'objets qui, pour la plupart, n'existent probablement plus sous la forme que nous voyons. Ces photons ont voyagé pendant presque toute l'histoire de l'univers pour finir leur course sur un instrument fabriqué par des êtres capables de se demander d'où ils viennent. Et ce qu'ils racontent, pour l'instant, c'est que nous nous étions trompés sur plusieurs points importants. C'est exactement pour cela que nous les avons attendus.